Bienvenue à tous dans ce nouveau sujet de la Road Mastery Academy. Bon, dis-moi Kevin, comment on fait pour gagner plus mais travailler moins? Ah, si j'avais la réponse pour tous les Français, je crois que je serais président aujourd'hui, hein, non, plus sérieusement sur la partie du convoyage, pas de secret, hein. Convoyage, vous êtes entrepreneur, il faut réduire les coûts, augmenter les entrées. Dans plusieurs podcasts, on a parlé notamment de comment augmenter les entrées. Astuce numéro un, avoir vos propres clients. Vous évitez la marge des plateformes. Ça, c'est une première combine assez simple. Donc ici, vous allez avoir une présence ou pas sur les réseaux sociaux, récolter des avis pour pouvoir augmenter votre réseau de clients, avoir vos propres convoyages. De l'autre côté, on a la partie qu'on a un petit peu moins justement abordée, c'est comment réduire ses coûts. On parlait à un moment de comment organiser une mission. Là, il faut avoir un maximum d'applications qui vous permettent de comparer les prix sur les trajets de retour que vous avez à faire, surtout quand vous êtes obligé de les prendre, parce que la meilleure solution, c'est d'avoir un circuit de convoyage. Ça, c'est risque aussi. Je m'explique. Si vous avez un convoyage avec la plateforme A, du point A au point B, c'est-à-dire Paris-Marseille, que vous avez un convoyage de Marseille à Toulouse, et ensuite que vous avez un Toulouse-Paris, vous faites votre boucle, c'est magnifique, sauf que vous avez 2 à 3 intervenants à ce moment-là, et sur chaque convoyage peut y avoir un problème, donc vous pouvez vous retrouver bloqué au point A et devoir aller au point C, et à ce moment-là, c'est à vos frais parce que c'est pas la première plateforme qui va vous compenser pour votre mission de la seconde plateforme où vous devez vous déplacer. Donc le meilleur dans ces cas de figure, c'est d'avoir des circuits avec une même plateforme ou un même client. C'est pas toujours possible. Si c'est le cas, assurez-vous que le véhicule est bien disponible, notamment dans les premiers trajets, pour que vous ne soyez pas bloqué au point de départ et que vous ne deviez pas prendre un transport en commun supplémentaire. Même dans ce cadre-là, je reviens sur les applications de transport. Ici, faites des combinaisons entre des Flixbus, des Blablacar, des trains pour avoir les solutions les moins chères, même les avions. Parfois, sur des distances en France, vous pouvez avoir des avions pas chers, soit très à l'avance, soit en dernière minute, qui vous permettent de réduire vos coûts. Là, chaque application a aussi ses avantages et ses inconvénients. Parfois, c'est relié à des institutions type la SNCF pour les trains, on va prendre cet exemple, qui eux ont des abonnements de fidélité en quelque sorte. Donc vous pouvez avoir des TGV gratuits avec TGV Max, ça dépend de votre tranche d'âge, mais aussi en fonction des offres qu'ils ont selon les moments. Par exemple, vous pouvez choisir certaines compagnies par défaut comme EasyJet, mais de temps en temps, comparer avec d'autres lignes aériennes pour être sûr que vous avez le meilleur de tous les mondes. Ici, en général, ce qui est le moins cher, c'est Blablacar et Flixbus. Après, ça a ses contraintes, c'est pas aussi confortable. Et notamment, dans les Blablacar, on a aussi vu des effets où les trajets sont annulés en dernière minute, il faut avoir des plans B. Mais quels étaient tes combinatoires justement pour au moins dépenser moins et surtout gagner plus quand tu as commencé? Alors quand moi j'ai commencé, je faisais des trajets qui étaient proches de chez moi. En toute honnêteté, je me lançais pas dans l'aventure d'aller trop loin parce que justement quand on va trop loin et quand on dit trop loin, c'est souvent sur des distances où on peut pas forcément revenir tout de suite. La moyenne, c'est à peu près 600 km. Après, c'est compliqué quand même de revenir le même jour. Euh, je pense que ça me permettait déjà de revenir avec des... enfin, ça me permettait de revenir sans forcément exploser les coûts. Parce que être dans des endroits qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Moins de 500 km, généralement on est dans une région qui est voisine et on gère un petit peu mieux. Pour le reste, c'est vrai que au début, ce qu'on appelait les ABBA et qui se sont développés avec le temps, ça nous permettait aussi de limiter les coûts, forcément. Quand on a un aller qui part de chez nous et que le retour finit chez nous, forcément, tu n'as pas de trajet, enfin, t'as pas de, t'as pas Frais de frais supplémentaires. supplémentaires exactement à débourser. La facilité aussi, puisque si on part de chez nous, il n'y a pas de frais non plus pour s'y rendre et chercher le véhicule, ou en tout cas, les frais sont assez limités. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a permis, en tout cas, d'engendrer pas mal de frais, d'engendrer pas mal d'argent par rapport justement aux frais, donc de gagner plus, et surtout de travailler moins dans le sens où si sur une mission, ou en tout cas sur une journée, on va parler à la journée, on arrive avec un ABBA à se faire autant que sur 2 journées
euh, sur 2 journées, sur 2 allées simples, forcément, ben, on peut se permettre de ne pas travailler le lendemain. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. Certains vont peut-être multiplier les revenus pour faire plus et profiter de cette situation. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu l'as dit, c'est les applications. Les applications, elles sont multiples. Et c'est aussi la façon aussi de quand on va chercher les abonnements et quand on va chercher en fait ces éléments de réduction. Il y a des périodes de l'année qui nous permettent justement de souscrire à certaines choses au moment venu. Et ces réductions-là vont forcément aussi avoir un coût en moins sur ce qu'on gagne, tout simplement, et qui vont moins s'enlever. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de supplémentaire? C'est si maintenant on travaille en direct avec le client, on a des coûts aussi liés au carburant qu'on n'a pas forcément avec la plateforme. Et là, c'est aussi la façon de gérer et de s'auto-gérer. Donc, est-ce qu'on a une éco-conduite ou pas? Et l'éco-conduite, c'est pareil. Dans l'information, on explique comment s'y prendre pour aider les convoyeurs, que ce soit le thermique ou que ce soit l'électrique, de pouvoir gérer son convoyage, qu'on ait moins de coûts. Alors sur l'électrique, ça va être plus du fonctionnel pour aider le convoyeur à arriver jusqu'au bout, parce qu'on sait que l'autonomie, c'est quelque chose qui est crucial, et souvent, c'est des longues distances, les gens en ont peur. Sur le thermique, c'est peut-être pour limiter les coûts. Dans tous les cas, on a fait nos analyses, on a l'expérience justement pour les accompagner. Ça, c'est les gros points qui m'ont permis justement de gérer mon portefeuille. La BBA, il faut savoir que c'est quelque chose qui est venu quand même assez plus tard. Nous, au début, on livrait souvent dans les grandes villes aussi. Les grandes villes, vous avez des points de chute qui sont beaucoup plus intéressants, proches des gares, proches des arrêts de bus, proches des trams. Donc ça vous permettait aussi de pas forcément aussi engendrer des frais au niveau du taxi ou autre. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai pas commencé avec une trottinette électrique. Et donc, quand je me retrouvais dans des endroits un petit peu à l'écart, c'est soit vous marchez, soit vous appelez un taxi, mais ça fait baisser aussi le panier moyen. Donc c'est aussi compliqué, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Justement, on parlait pas mal des grands axes. Est-ce que c'est plus simple pour, par exemple, des Parisiens ou des personnes qui habitent dans les grandes villes de manière générale, ou pour les provinciaux de justement multiplier les convoyages et de réduire ses coûts et augmenter ses rentrées d'argent? Bah, je peux pas me mettre dans la peau d'une personne qui habite à Paris ou alentour, parce que j'y vis pas, mais c'est vrai qu'en tant que provinciaux, et surtout au niveau de la frontière où on est, c'est super intéressant. Après, on est à Mulhouse. Donc c'est vrai que nous, au niveau des trains, on n'est pas forcément desservis partout. Les grandes villes, oui. Mais après, l'avantage de Paris, c'est que ça part dans tous les sens. Donc eux, ils ont un avantage qui est quand même supérieur peut-être à d'autres convoyeurs qui sont dans d'autres zones géographiques. Mais certaines zones apportent d'autres opportunités. On le sait et on va pas forcément en parler maintenant, mais on sait que dans certaines zones géographiques, il y a beaucoup plus de demandes et que d'offres et vice-versa par rapport à là où on habite. Donc, je ne vais pas dire que c'est compliqué. Il n'y a pas de situation fixe. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a toujours moyen de gagner plus en travaillant moins. C'est pour optimiser ses frais. Donc, quand on a des longues missions, moi, je trouve que sur les longues missions, c'est beaucoup plus simple d'optimiser ses frais parce que tu as beaucoup plus d'opportunités de le faire. Que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le temps. On a donné des petits conseils. Alors, on en donnera plus dans l'information, mais c'est sûr qu'on en a déjà donné des conseils pour que les personnes puissent rentrer plus d'argent sur une ou deux missions. On en connaît des chauffeurs qui, sur 2 jours, se font autant d'argent que des personnes sur 5. Et c'est une réalité. Ça dépend de la mission sur laquelle vous tombez. Et encore une fois, ça dépend de la rémunération de base, tout simplement. Il y a ça, et justement, il y en a qui ont des stratégies plus de proximité. En général, les convoyeurs qui ont bien réussi chez nous faisaient soit des petites missions qu'ils multipliaient dans la journée, ça dépend aussi des volumes par client. D'autres avaient des stratégies sur des longues distances parce que justement, ils avaient optimisé ces coûts-là. Donc, c'est sûr que proportionnellement parlant, on a un coût dégressif au kilomètre pour les convoyages, mais si vous faites un gros trajet, vous avez tout de suite une beaucoup plus grosse somme. Et si vous arrivez à avoir ce retour, soit par un autre convoyage, soit justement à des frais très bas avec un Blablacar, un Flixbus ou
une carte d'abonnement pour les trains, ben, à ce moment-là, vous récupérez aussi plus sur votre mission. Il y a aussi une petite combine tout simplement financière, entre guillemets, alors c'est même pas une combine. Ce qu'il faut savoir et ce qui est assez mal utilisé, c'est la notion de débours. Dans le cadre d'un convoyage, vous avancez des frais pour votre client. Vous pouvez faire passer pas mal de choses dans les débours. Vous ne pouvez pas tout faire passer. Mais clairement, l'essence que vous mettez dans le véhicule, ça en fait partie. Et les péages aussi, déjà de base. Après, à vous de voir avec votre client si il accepte aussi vos frais de bouche, entre guillemets, qui proviennent aussi du convoyage. Hein. Vous ne pouvez pas mettre non plus un ticket de restaurant d'il y a 10 jours dans le convoyage de 10 jours plus tard. Ça ne marche pas. Mais cette notion de débours, ça vous permet justement de donner à l'URSSAF uniquement le montant de votre chiffre d'affaires réel, qui est ce que vous encaissez moins ce que vous avez avancé pour le client, donc les débours, au lieu de tout déclarer d'un coup et donc d'être imposé sur 1000 euros, alors que sur ces 1000 euros, vous avez peut-être 400 euros de débours. Voilà, exemple bidon, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend des situations des chauffeurs. Et puis encore une fois, pour revenir sur les sources d'argent, on a fait quasiment un podcast par source de revenus supplémentaires. On a aussi les combines spéciales avec les convoyages express, les convoyages internationaux, les véhicules de luxe et un petit dernier qui est un peu entre deux, les véhicules électriques. C'est une spécialisation qui est assez nouvelle, qui paye un petit peu mieux que les voitures thermiques classiques pour le moment. Ça va peut-être pas rester en raison de l'évolution du secteur d'activité, mais pour le moment, ça reste le cas parce que le convoyage d'un véhicule électrique est plus long que le convoyage d'un véhicule thermique pour le moment. Voilà, ça c'est des sources de revenus aussi. Vous pouvez vous différencier et être mieux rémunéré sur les mêmes distances que des convoyages classiques. Et dernier petit tips que moi je peux donner à ce stade-là, c'est essayer de terminer, entre guillemets, si vous faites une boucle de convoyage, essayez de terminer par un loueur. Pourquoi ? Parce que vous allez très souvent chez les loueurs courte durée, notamment, récupérer les véhicules dans des gares ou des aéroports. Donc, que le véhicule soit là ou pas, vous êtes dans un centre névralgique de transport, donc ce sera plus facile de rentrer pour vous, même si le véhicule n'est pas disponible. Et s'il est disponible, vous arrivez près de chez vous, dans une gare ou encore un aéroport, et en général, il y a un transport en commun qui va vous ramener très près de chez vous. Oui, je pense que tu as assez bien résumé la situation. Après, on n'en parle pas assez, mais les véhicules hydrogène vont aussi se développer. C'est aussi une autre technologie qu'il va falloir adapter et qui vont permettre aussi aux convoyeurs de pouvoir se démarquer, hein, comme les véhicules électriques. Les véhicules électriques, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. On le répète jamais assez, mais franchement, il y a certaines marques qui sortent du lot, on va pas les citer, mais où l'autonomie est beaucoup plus importante et qui permettent quasiment de faire 800 ou 1000 km. C'est quand même assez impressionnant. On a pu en tester. Et pour les recharger, aujourd'hui, les recharges, on parle de entre 10 et 20 minutes. C'est incroyable. On arrive à des... Je ne vais pas dire qu'on est au niveau d'une thermique, mais d'ici quelques années, je pense que ouais, ça va être le cas. Donc pour en revenir au sujet, je pense qu'il faut être malin en fait dans la façon d'exercer le métier. Il ne faut pas aller sur des missions juste pour la faire. Il faut regarder plus loin. Est-ce que j'ai un moyen de réduire les coûts sur cette mission-là? Est-ce que j'ai un moyen de revenir avec un autre véhicule, en tout cas pas loin où j'étais? Après, on peut faire des AB, BA, mais on peut très bien faire des AB, BC, où le véhicule, en fait, vous allez l'emmener encore dans une autre région du point B, donc là où vous avez Livrer le premier véhicule, et arriver au point C. Et à ce moment-là, vous récupérez un autre véhicule pour entrer. Vous n'êtes pas obligé de chaque fois repartir. Je pense que repartir à vide, pour moi, c'est une erreur. En fait, c'est une erreur dans le sens où si on ne cherche pas un autre moyen de revenir, on ne peut pas juste prendre une mission et dire oui, c'est ma mission. Et j'arrête là parce que on peut passer à côté d'une source de revenus supplémentaires. Et c'est comme ça que certains chauffeurs, peut-être, chaque chauffeur a son plafond de verre et a ses objectifs, puisqu'il y en a qui vont vouloir peut-être faire 2 000 euros par mois, d'autres qui vont vouloir faire 3 000 euros par mois. Certains vont exploser les compteurs et faire 10 000 euros par mois, mais parce qu'ils vont vouloir peut-être développer leur propre clientèle. Ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas vraiment de limite. Nous, on est arrivé à des plafonds, même pas, je ne vais pas dire des plafonds, mais à des objectifs qu'on a
exploser. Parce qu'à partir du moment où on travaille avec ses propres clients, il n'y a plus vraiment de limite. On peut, comme tu l'as dit, rentrer dans des phases où on peut faire du luxe, du semi-luxe aussi, hein, avec des voitures qui sont entre les deux. On peut travailler à l'international. Et l'international paye très bien aussi, mais il faut vouloir aussi y aller. Peut-être parler au moins l'anglais. On en avait déjà parlé aussi dans les anciens podcasts. Donc, il y a multiples solutions de se dire, OK, je travaille 2 ou 3 jours dans la semaine, c'est suffisant pour pouvoir rentrer une somme qui correspond peut-être à 5 jours de travail pour un autre convoyeur avec une plateforme de façon classique. Ouais, absolument. Il faut savoir aussi être malin en termes d'organisation. C'est qu'il y a des zones, pas des zones, mais des périodes chaudes, entre guillemets. On va prendre les loueurs courte durée pour l'été dans le sud, euh, les marchés de Noël en hiver en Alsace. Soyez disponible aussi à certains moments où vous allez avoir plus de missions. Donc vous allez travailler plus sur une période courte et peut-être moins dans les autres saisons aussi parce que vous avez été intelligent, vous savez aussi maîtriser vos rentrées, vos dépenses. Et dans ce sens-là, vous allez avoir des grosses rentrées à certaines périodes et des grosses sorties à d'autres, tout simplement. De l'autre côté, il faut savoir être aussi opportuniste. C'est-à-dire que on avait parlé des missions express dans un podcast. Des fois, vous allez avoir des missions classiques qui sont préparées 2, 3 jours en avance, certains une semaine. Essayez de trouver le meilleur de ces trois mondes, entre guillemets, et compléter votre convoyage classique que vous avez avec, je sais pas, un train de retour. Et vous voyez qu'en dernière minute, vous pouvez faire un convoyage qui vous ramène près de chez vous. Vous allez le favoriser, même si vous avez déjà votre ticket de rentrée. Comme ça, ça va vous faire une rentrée supplémentaire. De toute façon, vous aviez prévu en quelque sorte de perdre le retour. Donc autant essayer de le transformer en rentrée. Il y en a pas mal qui ne réfléchissaient pas comme ça. Malheureusement, on avait proposé des missions de retour qui nous disaient oh j'ai déjà mon train. Bon, c'était aussi parfois aussi par confort, entre guillemets, parce qu'ils ne rentraient pas directement chez eux. Mais oui, c'est dommage parce que vous êtes déjà dans le convoyage. Vous êtes déjà en train de faire cet effort d'organisation et justement de livraison, en quelque sorte. Continuez sur cette lancée. Essayez de vous tenir informé sur les missions qui sont en train de tomber en dernière minute ou quelques jours avant le convoyage que vous avez prévu depuis une semaine pour, encore une fois, optimiser ces trajets. On revient dans notre formation, il faut prendre quelques précautions pour justement pas tomber dans le piège du véhicule qui est pas prêt à un endroit et qui va vous mettre dans de gros beaux draps entre guillemets une fois que vous êtes au point par exemple B et qu'il n'y a pas le véhicule pour aller au point C et que vous avez un véhicule de prévu au point C, ça c'est sûr, de préférence par la même plateforme pour vous faire compenser. Mais voilà, ça c'est un ensemble des choses, soyez opportuniste aussi pour augmenter votre rentabilité en prenant d'un côté les trajets les moins chers, optimiser votre logistique pour avoir le moins de transport à vide possible, c'est-à-dire où vous avez un retour à payer, soyez plutôt payé sur le retour. Parce que tu parlais des ABA, mais les ABA en général, c'est les allers-retours classiques. Eux, c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le retour, c'est que 50% de l'aller en règle générale. Ça peut être moins ou plus selon les partenaires que vous avez, tout simplement parce que les clients considèrent que vous avez un moyen de retour que vous devriez payer autrement, donc ils payent moins le retour que l'aller. C'est pas forcément le cas si vous faites des combinaisons de transport où vous êtes payé sur entre guillemets plusieurs allées. Voilà, je sais pas si toi tu as quelque chose à compléter là-dessus, mais Non, je crois qu'on a fait le tour. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on prend la globalité des retours des chauffeurs, la plupart travaillent beaucoup, généralement entre 4 et 5 jours par semaine. Alors ça montre une activité, hein. D'un côté, ça montre une activité, mais d'un autre côté, ça montre aussi qu'ils ne travaillent pas forcément comme ils le devraient. En tout cas, ils ne sont pas équipés pour rentabiliser correctement ces 5 jours. Et il y a une petite partie qui travaille entre 3 et 4 jours, et généralement, ils gagnent mieux que ceux qui travaillent toute la semaine. Et il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'ils ont mis en place un système qui leur permet de rentrer autant avec les conseils justement qu'on vient d'évoquer. Et je pense que tout le monde peut le faire à partir du moment où ils sont bien accompagnés. il y a ça. Et aussi un dernier point qu'on n'a pas mentionné, je pense qui est extrêmement important, c'est une question de flexibilité et surtout de flexibilité d'esprit. On a rencontré pas mal de convoyeurs qui voulaient ne travailler qu'avec certains clients. Pourquoi? Parce que ceux à qui ils travaillaient pas, soit ils ont eu une mauvaise expérience personnelle, mais tous les autres, c'est parce que ils rémunéraient
pas forcément la juste valeur du convoyage. Il y a certaines plateformes, certains clients qui ne payent pas très cher les convoyages malheureusement, mais soyez quand même présent chez ces clients, rien que pour potentiellement justement optimiser vos trajets et avoir ces trajets de retour que vous n'auriez peut-être pas par ailleurs. Ça vous fait peut-être pas une très grosse rentrée d'argent par rapport à des bons clients, entre guillemets, mais au moins ça vous fait ce retour qui est, même si mal payé, payé, au lieu de le payer vous-même. C'est toujours un plus. Ah ben, tu viens de mettre un point important sur l'état d'esprit. L'état d'esprit et le mindset du convoyeur. On n'en parle jamais assez, mais l'état d'esprit est super important. Il y a des gens qui rentrent dans le convoyage et voilà, qui font comme tout le monde, qui écoutent tout le monde. Et en fin de compte, derrière, il y a toute une organisation à mettre en place. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire personnel sur soi, en fait, quand on rentre dans ce métier-là. Déjà pour être bien équipé et derrière pour tenir sur la durée. Parce on peut pas obtenir ce que des convoyeurs ont obtenu en 6 mois, 1 an, et se dire, moi, au bout d'un mois, je veux la même chose. Déjà, de 1, il faut être formé. De 2, il faut être équipé. Et de 3, il faut tenir la distance. Donc, derrière, je pense que c'est un métier qui mérite justement qu'on tienne la distance, mais encore, faut-il le vouloir. Bah, c'est un parfait mot de la fin pour ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et commentez. Et si vous voulez vraiment gagner plus, sachez que dans notre formation, nous vous apprendrons également à calculer la rentabilité de vos livraisons.